Ok, ça marche, à moitié à peu près. C'est ça. Bon, l'idée qu'on a là, c'est pour vous présenter comment des nouveautés technologiques, avec des petits capteurs de force, des choses comme ça qu'Alexis va vous présenter après, ont changé notre façon de travailler, et tout ça associé à une meilleure compréhension de l'activité escalade, en fait, au niveau de l'effort. Et moi, j'aimerais vous faire passer ce message, voir comment on travaille et les répercussions concrètes que ça a sur la compréhension des grimpeurs. Donc, il faut qu'on fasse un petit peu, on parle un petit peu de facteurs de performance. Je ne sais pas si vous étiez avec la présentation de Jonathan tout à l'heure. Ça, c'est les classiques, hein, les facteurs de performance de l'escalade. Donc, nous, on va parler surtout du physique. Bon, moi, ça ne me convient pas, hein. Pour moi, le mental englobe tout et le plus important. Pour moi, la tactique, c'est aussi du mental. Et il y a aussi la technique et le physique. Mais bon, c'est une vision personnelle. Alors, dans le physique, bon, ben, y a la force doigt et toutes ses préhensions, la force de tirage, traction, la puissance de tirage, c'est des notions de vitesse, d'explosivité, dont on reparlera plus tard. Il y a le gainage. Le gainage, en gros, hein, on va aller vite, mais c'est tenir une position sans se déformer, que ce soit dans un dévers ou pas. Et puis tout ça, ça a des variantes, hein. On parle de la force, mais il y a les forces, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, la position du corps, la vitesse, les préhensions, on y revient. Vous verrez que sur les ateliers, ben, suivant la préhension, il se passe des choses sur la force. Ça, on va aller à l'essentiel, sinon on va déborder et vous n'aurez pas le temps de poser des questions. Au-delà de la force, bien sûr, on a l'endurance. Donc nous, on appelle ça la résie et la conti, hein. C'est quelque chose qu'on entraîne beaucoup. Mais en fait, comment on l'entraîne, comment ça fonctionne, c'est quand même... On commence à voir les choses un peu différemment, hein, maintenant. On va vous expliquer tout ça. Et puis, ouais, passons à la suite. Sinon, on y reviendra. Vous avez vu, on n'a pas fait un très beau schéma, parce qu'on s'est dit... Parce qu'on s'est dit que c'était un sujet très complexe, qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui comprennent beaucoup mieux la physiologie que nous, qu'il y a plein de choses qui changeaient, et que finalement, moi ce que je retiens, vous avez besoin qu'on revienne un petit peu là-dessus, peut-être. On a les efforts courts, intenses, on a les efforts longs, qu'on peut tenir plus longtemps, de la force au lactique, à l'aérobie, l'endurance. Moi, ce que j'ai envie de retenir là-dedans, c'est qu'on a compris que même si l'escalade était un sport de force avec des efforts très courts, l'aérobie entrait beaucoup plus vite que ce qu'on pensait dans la danse pour récupérer. C'est surtout ça qu'il faut retenir, je pense. Et vous verrez, on va en reparler après. Je vais un peu trop vite, je pense, mais on aura le temps pour des questions comme ça. Ouais, comme ça je détaillerai bien. Voilà. Tu donnes la suite? Ouais, mets-moi la suite. C'est là que c'est intéressant. L'escalade, c'est quand même un sport particulier, quoi. On n'est pas sur une activité cyclique comme la course à pied, comme le vélo. Et puis le facteur limitant, c'est quand même la fatigue des avant-bras. La force et l'endurance des avant-bras, pour revenir à ce qu'on avait dit avant. Du coup, on est sur des petits muscles qui ont des temps de contraction très courts, très intenses, et qui se relâchent pour aller à la prise suivante. C'est jamais cyclique, parce qu'on reste longtemps sur une prise parce qu'on cherche, on reste longtemps sur une prise parce qu'on doit clipper, on monte, on redescend, enfin c'est assez chaotique en fait. Mais malgré tout, en partant de ce constat de petites contractions irrégulières, on arrive à déterminer des tests et des manières de s'entraîner qui fonctionnent, qui sont de plus en plus précises et adéquates. Et puis il y a une chose très importante, donc des petits muscles, les contractions intermittentes de durée très inégale. Et quand on a une contraction musculaire, on a une ischémie, la vascularisation, la circulation sanguine qui est perturbée. Donc la filière aérobie qui est plus ou moins bloquée
pareil, là, je vais vite, on ira plus sur du concret après. Et donc une fatigabilité plus importante. Le sang ne circule pas d'apport d'oxygène, et on se fatigue. Par contre, on s'est rendu compte que l'aérobie rentrait plus vite en jeu, ce qui veut dire que quand je lâche, je suis sur mes deux prises, je force très fort dans un bloc où je suis très fatigué, je suis en train de me péter le bras. Finalement, on réalise que le temps que je vais délayer ou même que je vais aller à la prise suivante est déjà, je ne vais pas dire suffisant, on va dire, quel mot? Pas suffisant. Bah, la filière aérobie a le temps de rentrer en jeu. Voilà, elle a le temps. Même sur le temps de passer d'une main à l'autre, déjà l'aérobie, les bases d'endurance ont le temps de travailler pour vous faire récupérer avant la contraction suivante. Contraction, la tenue de prise suivante. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a pas mal changé notre façon de travailler et qui débouche sur des tests d'endurance également que vous allez voir plus tard qu'Alexis va vous montrer. Ça, on ne va pas en parler. Donc en gros, pour la grimpe, on a besoin de force pour faire des mouvements durs, réussir le mouvement, et on a besoin de qualité d'endurance, d'une filière aérobie qui est efficace pour récupérer entre ces mouvements. Voilà, c'est comme ça que désormais on voit un peu plus l'effort en escalade. Vous avez des questions par rapport à ça? Ça va? Eh bien on enchaîne. Alors les tests physiques, à quoi ça sert? Donc pour évaluer les qualités physiques d'un grimpeur, c'est pour voir ses points forts et ses points faibles. Donc ça va être ses points forts et ses points faibles, on pourrait dire les tests physiques, c'est des tests physiques, hein, ok. Donc on a des données. On les compare à un panel, par exemple, je suis un grimpeur de 6C, je tire 35% de mon corps sur telle réglette. Comment sont les autres grimpeurs de 6C? Est-ce que je suis plus fort ou moins fort qu'eux, par exemple? Par rapport au ressenti, et puis aussi, je dirais, au regard de l'entraîneur. C'est-à-dire que tu es un grimpeur de 6C et tu tires 90% de ton poids sur cette réglette. Ça veut dire que j'ai des données physiques, mais je vais pouvoir aller plus loin. Tu as beaucoup de force, et les cotations que tu parviens à grimper sont quand même assez faibles par rapport à ton niveau de force. Donc là, je vais creuser du côté du mental et de la technique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas croire qu'on a des données, qu'on les lit bêtement et qu'on ne les relie pas au reste. C'est ça qui est assez magique. C'est qu'on peut vraiment avoir un panel, une vision assez rapidement, très complète des qualités de la grimpeuse ou du grimpeur et l'aider efficacement, gagner beaucoup plus de temps pour mettre en place une planification pour l'entraîner en fait. Moi, je suis encore assez bluffé du côté magique des tests par rapport à ce que ça m'apprend sur la personne et ça m'apprend aussi beaucoup sur ce qu'elle a dans la tête. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Ça, j'ai dit. Ouais, par exemple, ça j'ai envie de le dire, c'est pareil, c'est un autre cas concret. Si on fait un test d'endurance et que vous êtes très fort en endurance et puis que vous êtes surpris parce que, en gros des verres, ben moi je suis nul. Pareil, là, on va pouvoir creuser et comprendre pourquoi cette endurance, ces qualités d'endurance qui sont bonnes, vous n'arrivez pas à les optimiser sur le caillou. Voilà, voilà. On peut aller à la suite. Allez. Donc ces tests, ils permettent aussi de voir si l'entraînement, la pure prépa physique a fonctionné. Parce que si on fait de la prépa physique, c'est pas toujours très drôle. Donc autant qu'on ait des valeurs objectives pour voir si on a progressé. Puis l'avantage de tous ces outils, c'est qu'on gagne du temps et on n'a pas besoin de se pendre plein de ceintures au baudrier pour tester. Parce que se pendre tout le temps 20, 30, 40 kg au baudrier pour tester combien de temps on tient sur une réglette, c'est quand même pas toujours très confortable. Suivant l'endroit où on est, c'est pas facile d'avoir les bons poids. Du coup, c'est plus facile grâce à ces capteurs d'évaluer l'efficacité de l'entraînement. Après, il faut pouvoir reproduire, on n'est pas à la NASA, on essaie quand même de reproduire les tests pour qu'ils soient d'une salle à l'autre, d'un endroit à l'autre, qui puissent être comparables, mais c'est pas toujours évident.
Vous verrez au workshop que faire un test en étant en la position comme ça, donc là imaginez je tire, il y aura des photos après, ou en étant comme ça n'a rien à voir, ça fausse les données. Mais d'un lieu à l'autre, des fois on fait ce qu'on peut. Et puis ça peut aussi servir ces tests pour quand on s'est blessé, hein, pour avoir des repères où on en est, quand on reprend l'entraînement. Blessure ou reprise d'entraînement, tout simplement qu'on se soit arrêté. Donc j'ai parlé des problèmes de reproductibilité de ces tests, mais il y a aussi ces tests qui sont très fatigants. Vous verrez cet après-midi déjà. Il ne faut pas trop en abuser. Moi je sais que là j'ai un peu joué cet automne parce que normal j'avais un nouveau jouet, je voulais essayer des trucs. Effectivement, on se fait aspirer par le côté technologique facile de prise en main, mais il faut l'utiliser avec modération malgré tout. C'est tout bon pour ça. Ouais, c'est là. Ouais, ça va être à moi alors. Eh ben nickel. Allez. Et du coup, maintenant que vous avez tout bien compris, les facteurs de perf en grimpe, qu'est-ce qui est important pour grimper fort, on va voir un peu en pratique comment on peut tester ça et comment on peut tester ça avec les nouveaux outils qu'on a à notre disposition. Du coup, les premiers outils que je vais présenter, c'est les capteurs de force. En gros, on en a deux types. On a les poutres fixes, comme la Smartboard et la Climbro. Je vais présenter des marques de capteurs un peu tout le temps, mais je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les marques, c'est juste pour ceux qui sont intéressés de voir des produits, un peu ce qu'il y a sur le marché. Donc on a les poutres mobiles, enfin les poutres fixes, donc qui sont plus stables, mais pas transportables. Et on a les capteurs mobiles, comme le Tindeck à droite, qui là vont être vachement plus polyvalents et transportables. Et du coup, on pourra faire beaucoup plus de tests avec ça. C'est une petite boîte comme ça. Ouais. Vous les verrez cet après-midi pour ceux qui sont au workshop. Donc, la première qualité qu'on va pouvoir mesurer avec ces capteurs de force, c'est la force max des doigts, ou même la force max isométrique en général. Isométrique, ça veut dire sans mouvement. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, c'est contraction musculaire, sans que la longueur musculaire varie. Ces tests-là, comme Fred a dit, on n'a pas besoin de capteur de force pour les faire. On pourrait très bien faire un blocage lesté ou des suspensions lestées. En fait, le capteur de force, c'est pratique. Et surtout, on peut tester droite et gauche, voir s'il y a des asymétries très facilement. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc là, je vous ai mis un exemple de position pour un test de force doigt. Donc on voit qu'il y a le capteur de force entre les deux mousquetons. Et le grimpeur, il est debout, lesté pour ne pas se décoller. Et il tire le plus fort possible sur une prise pour appliquer de la force sur le capteur. Et donc... il n'y a pas de capteur sur la photo. Ah ok. C'était pas mes photos, je les ai pris. Et du coup, après, on peut avoir des données comme le graphique de droite. C'est juste la force en fonction du temps. En fait, on voit que le grimpeur il va monter jusqu'à atteindre sa force max. On peut par exemple prendre cette valeur de max comme indicateur de force max. Après, là, il la maintient pendant 10 secondes sur cet exemple-là. Et là, on a déjà une petite notion d'endurance sur 10 secondes, de voir son plateau, quelle est sa moyenne, quelle est sa pente. Et ça peut être des indicateurs de perf assez intéressants. Et donc ces tests, ils sont spécifiques à l'appréhension. Forcément, on ne va pas avoir la même force en tri-doigt tendu, en 4 doigts en semi-arqué ou en arqué complet. Et pareil, au niveau des bras, ils vont être spécifiques à l'angle parce que la relation force-longueur du muscle fait qu'on n'est pas fort pareil à tous les angles. Je vous ai mis quelques références scientifiques à chaque fois pour ceux que ça intéresse, si vous voulez creuser un peu. Ça, c'est une petite review des tests physiques qui sont disponibles. Et donc après, ce qu'on peut regarder quand on a testé plein de grimpeurs, c'est regarder l'impact de la force doigt sur la cotation et comment les deux sont corrélés. Là, je vous ai fait une corrélation avec mes données. Donc en gros, il y a la force doigt en ordonnée en pourcentage de poids de corps et la cotation en abscisse. Et on voit qu'il y a une relation linéaire entre la force doigt et la cotation qu'on grimpe, avec des corrélations qui sont quand même assez bonnes. Par exemple, chez les femmes, là, j'ai séparé les hommes sont en bleu et les femmes en rouge. On a un coefficient de corrélation de 0,54 pour les femmes et 0,36 pour les hommes, donc ça explique quand même pas mal la performance. Et voilà, donc là on peut vraiment situer le grimpeur. On voit s'il est au-dessus de la courbe de tendance, c'est qu'il est plutôt fort dans cette qualité pour son niveau. S'il est en dessous, c'est qu'il est plutôt pas fort dans cette qualité. Et là, ça nous permet déjà d'évaluer un point fort, un point faible. Ensuite, l'autre qualité qui est importante au niveau de la force, c'est le RFD, c'est le taux de montée en force. Pour ça, il nous faut vraiment un capteur de force. Là, on ne peut pas le faire avec du lesté. Donc en fait, c'est la pente qu'on va avoir sur le début de la contraction. Donc c'est cette pente-là. C'est la capacité, du coup, à appliquer le plus haut niveau de force possible dans un temps court. Et du coup, sur tous les mouvements dynamiques, par exemple en bloc, sur un jeté, quand on va devoir faire une réception sur une prise, on va avoir peu de temps de contact.
il va falloir arriver à appliquer le plus de force possible pour tenir cette prise en un temps donné. Donc là, on a plusieurs indicateurs au niveau du RFD. Il n'y a pas vraiment de standard parce qu'en fait, déjà en grimpe, les temps de contact qu'on a sont hyper variés. Moi, de ce que j'ai mesuré, ça va d'environ 50 millisecondes de temps de contact sur une prise jusqu'à 400 millisecondes des temps de contact type sur des mouvements dynamiques. Donc, on a plusieurs types de RFD. On a le RFD 80%, donc on va mesurer la pente entre le début de la contraction et 80% du max. Ça, c'est ce qu'ils utilisent à Lattice, une équipe d'anglais. Ensuite, on a le RFD 20-80, donc on part de 20% du max et 80% du max, on fait la pente entre les deux. Ça, c'est ce qui est utilisé par Smartboard et Tyndek. Et le RFD 200 millisecondes, qui est un peu le gold standard scientifique dans les études. C'est donc entre le début de la contraction et 200 millisecondes après, on prend la pente. Et il faut faire bien attention avec les capteurs du marché qu'on utilise, à quel RFD on mesure, et avoir une bonne fréquence d'acquisition. Plus on va mesurer des temps courts, plus il va falloir de fréquences d'acquisition pour être précis et déterminer le début de la contraction. Tac, là, je vous ai mis une petite étude où en gros ils ont mesuré le RFD dans différentes préhensions chez des internationaux, des grimpeurs confirmés et des non-grimpeurs. Donc on voit, comme prévu, que la différence entre les internationaux, les confirmés et les grimpeurs est assez marquée. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas dit le mot, mais le RFD, c'est la force de contact en fait en langage terrain. C'est la capacité à saisir la prise rapidement. Et ensuite, là on commence à arriver dans un truc un peu plus compliqué, il va falloir s'accrocher. Là, avec le capteur de force, on va évaluer le profil énergétique complet des grimpeurs. Comme Fred a dit, en grimpe, on a une intermittence de contraction. Donc pour ce test, pour qu'il soit reproductible, on choisit une intermittence. Là, c'est 7 secondes de contraction, 3 secondes de repos. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le grimpeur, il va tirer le plus fort possible qu'il peut pendant 7 secondes. Après 3 secondes de repos, il retire à fond pendant 7 secondes, 3 secondes de repos, et ça 25 fois. Au fur et à mesure du temps, il y a de la fatigue qui s'installe, donc on voit qu'au début, première contraction, il atteint sa force max. Au fur et à mesure, avec la fatigue, son niveau de force il baisse, jusqu'à atteindre un plateau à la fin. Et ce plateau, c'est la force critique. Du coup, la force critique, c'est une force qu'on pourrait théoriquement maintenir à l'infini. En vrai, on peut la maintenir de 20 à 40 minutes, parce qu'après, on a une déperdition, une trop grande déplétion de glycogène, hyperthermie. Mais du coup, dans des efforts de grimpe, c'est une donnée qui est vraiment très fiable et qui représente bien le niveau de grimpe. Donc pourquoi cette force elle se stabilise à la fin? En fait, la filière aérobie, elle n'est pas fatigable ou très peu fatigable sur des temps d'effort qu'on a en grimpe. Du coup, ce qui va se passer au début quand on force à fond dans toute la partie grise, c'est que là, on va avoir toutes les filières qui sont en jeu. Et au fur et à mesure, les filières anaérobies, elles vont se fatiguer. Et du coup, à la fin, on n'est quasiment plus que sur la filière aérobie. Et du coup, toute la production de force, c'est une production de force aérobie. Et du coup, avec ça, on a notre niveau d'aérobie. Et tout ce qui a été produit au-dessus, on sait que c'est de l'énergie produite en anaérobie. Du coup, avec ce test, on peut évaluer la capacité anaérobie et les qualités aérobie aussi en un seul test. La zone grise, là, du coup, c'est la capacité anaérobie. Ça s'appelle le W' en langage scientifique. Et en gros, cette capacité anaérobie, c'est ce qu'on pourrait appeler la résine sur le terrain. Et la force critique, qu'on maintient à l'infini, c'est en gros de la conti, pour avoir des mots un peu plus parlants. Là, je vous ai mis deux exemples de profils bien distincts. Le profil de gauche, c'est un grimpeur de 8B+. On voit qu'en gros, il a une force max autour de 80 kg. Et après, il a une bonne chute de force et il finit avec une force critique, donc son plateau autour de 25 kg. Et à droite, on a une grimpeuse de niveau 8A+, qui a une force max autour de 70 kg. Et par contre, on voit qu'elle, sa chute de force est vraiment moins marquée et qu'elle finit avec un plateau de force à la fin, sa force critique, à 50 kg. Donc la grimpeuse, elle a vraiment un profil très endurant, tandis que le grimpeur, il a un profil beaucoup plus à force et plus à un profil résistant et moins d'endurance. Pareil, là, je vous ai mis une petite étude, juste pour montrer que la force critique en pourcentage de poids de corps, ça corrèle bien avec le niveau de diff, un coefficient de corrélation de 0,6. Donc ça explique assez bien la performance aussi en diff. Deuxième capteur qui est à notre disposition, c'est les capteurs de vitesse. Il y en a en gros deux types plus un. Les deux de gauche, c'est des encodeurs linéaires. Du coup, c'est juste une ficelle qui se déroule. On mesure la distance déroulée et le temps. Ça nous donne la vitesse. Le BEAST, c'est un accéléromètre. Donc on a l'accélération, on calcule la vitesse. Et le troisième, c'est une appli où on filme et on lui rentre l'amplitude. Et lui, en comptant le nombre d'images par seconde, il calcule la vitesse. Avec ça, ce qu'on peut faire qui est assez cool, c'est des profils force-vitesse. Je vais expliquer un peu le test du coup. En fait, qu'est-ce que c'est? On a pris un grimpeur, on lui a fait faire des tractions lestées à différentes charges, et à chaque charge, on a mesuré sa vitesse.
Du coup, par exemple, si on prend ce point-là, c'est les points bleus là dont je parle. Il était à une charge d'environ 160% de poids de corps, et il a une vitesse de 0,3 ou 0,4 mètres par seconde. Et on fait tous ces points, tac, 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 là on a fait 4 mesures. Et en fait, on voit que cette relation entre la charge et la vitesse, elle est linéaire. Et donc, on peut avoir le profil complet du grimpeur. Et avec ça, on peut calculer la puissance. Comme la puissance, c'est la force fois la vitesse, ça nous fait cette belle parabole rouge. Et donc, on peut avoir accès au profil du grimpeur. Est-ce qu'il est plutôt orienté force? Est-ce qu'il a une force max élevée? Est-ce qu'il a une vitesse élevée? On peut déterminer sa zone de puissance maximale. Si on veut s'entraîner en puissance max, eh ben on sait que là, lui, ça va être autour de 0,9 mètres par seconde. On peut même regarder sa charge. C'est autour de 100% de poids de corps, donc des tractions à poids de corps. Avec ça, on peut calculer des indicateurs, la force max théorique, la vitesse max théorique, la puissance et d'autres indicateurs. Là, je vous ai mis pareil, deux profils de grimpeurs, c'était des grimpeurs de 8, je ne me souviens plus exactement leur niveau. Et en gros, on voit qu'ils ont des profils différents. Il y en a un, le bleu, qui va être plutôt orienté force max. On voit que là où il croise l'axe des ordonnées, eh ben, il a une force max assez élevée, autour de 225% de poids de corps. Tandis que le profil rouge a une force max moins élevée. Par contre, le profil rouge, il va pouvoir avoir une vitesse max plus élevée et produire plus de force à haute vitesse. Et ce n'est pas le cas du profil bleu, qui a un profil plus force et moins vitesse. Et on a une super étude de Guillaume Levernier qui a fait ces tests sur plein d'athlètes du Pôle France, et du coup qui nous donne des données de ce qu'on a à haut niveau pour savoir un peu vers quoi il faut tendre si on veut atteindre le haut niveau. Et ça donne des données de référence. Tac, et le dernier outil, encore plus compliqué celui-là, c'est de l'oxymétrie musculaire. C'est la technologie de spectrométrie proche infrarouge. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu la même technologie que les oxymètres de pouls qu'on met au bout du doigt, sauf que là, ça va être spécifique aux muscles. Donc là, pareil, je vous ai mis trois marques pour ceux que ça intéresse. Et ça s'est pas mal démocratisé dans les dernières années, donc c'est des outils qu'on peut plus utiliser sur le terrain, là où avant, c'était vraiment réservé au labo. Mais c'est un domaine qui est assez nouveau et qui est encore difficilement applicable à l'entraînement. C'est plus un aspect recherche que vraiment un aspect performance. Du coup, le fonctionnement, c'est une mesure optique. C'est un petit capteur qu'on va venir mettre sur le muscle. Nous, les fléchisseurs des doigts, parce que c'est le muscle qui nous intéresse, comme Fred a dit, c'est le facteur limitant. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer de la lumière, et par absorption, eh ben, on va pouvoir avoir l'hémoglobine qui est chargée en O2, et l'hémoglobine qui n'est pas chargée en O2, et aussi la myoglobine, qui est inclue avec. Et par calcul, avec ça, on peut avoir la saturation musculaire. Si on regarde la quantité d'hémoglobine qui porte de l'O2 divisée par l'hémoglobine totale, on a un pourcentage d'oxygène dans le sang. Et ça, cette mesure est vraiment dans le muscle, au niveau des capillaires, quoi. Vraiment à l'interface. C'est pas artériel, c'est pas veineux, c'est vraiment là où il y a la consommation d'oxygène qui se fait. Les intérêts, c'est que comme Fred a dit, la grimpe, c'est une limitation locale, c'est vraiment au niveau des avant-bras qu'on est pété quand on tombe. C'est pas un problème de ventilation trop élevée ou de fréquence cardiaque trop élevée. C'est on est pété. Donc là, on a une mesure locale dans le muscle pour comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est hyper intéressant. Là où par exemple la fréquence cardiaque, qui est classiquement utilisée en vélo, course à pied, un peu tout, bon, on est sur une mesure globale, centrale, quoi, et ça ne nous explique pas ce qui se passe dans les avant-bras, même si on peut coupler les deux. Du coup, ça va nous permettre d'évaluer les capacités oxydatives quand on mesure l'oxygène. Là, je vous ai mis deux petites études. Les capacités de désaturation, donc la capacité du muscle à utiliser l'oxygène, elle est reliée là à la spécialité des grimpeurs. On voit que c'était sur une contraction isométrique continue. On voit que des grimpeurs spécialistes de diff, ils vont réussir à utiliser plus d'oxygène et avoir une SMO2 minimale qui finit plus bas, là où des bloqueurs ont moins la capacité d'utiliser vraiment l'oxygène. Et pareil au niveau de la resaturation. Du coup, en gros, l'afflux de sang qu'on va ramener, le sang frais oxygéné. Là, c'était sur une occlusion mécanique. Et on voit qu'en noir, c'est les grimpeurs de haut niveau. Et en gris, c'était les grimpeurs de niveau intermédiaire. Lorsqu'il y a le sang frais qui revient, eh ben, la resaturation se fait plus vite chez les grimpeurs élites qui sont en noir. Là. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Là, je vais vous présenter un petit exemple de test physique. Du coup, c'était un test de force critique. En rouge, c'est la force. C'est le profil de la grimpeuse de 8A+, que je vous ai montré tout à l'heure. En vert, la fréquence cardiaque. Donc à l'effort, elle monte jusqu'à atteindre un maximum en fin d'effort ou à se stabiliser en fonction de la durée d'effort. Et en bleu, on a la saturation musculaire. Donc là, ce qu'on voit, lors de la contraction, on a une baisse de saturation musculaire, enfin de saturation en oxygène dans le muscle. Pourquoi? Tout simplement parce que le muscle, il travaille à fond, donc il va consommer de l'oxygène. En fait, directement, la filière aérobie, elle s'active dès le début de la contraction. Je ne sais pas si vous avez en tête les anciens modèles où on disait que la filière aérobie, elle s'active qu'après 2 minutes et tout. Ça, c'est pas très vrai.
Et du coup, après, pendant les 3 secondes de repos, ce qui se passe, c'est qu'on a une resaturation d'oxygène, enfin un apport de sang oxygéné, donc on a sa saturation qui remonte. Ensuite, contraction, tac, ça consomme plus d'oxygène que l'apport, donc ça rebaisse. Au repos, plus d'apport que ce qu'on consomme, ça remonte. Et ainsi de suite. Et du coup, on peut avoir plusieurs indicateurs, par exemple le minimum jusqu'où elle baisse, ces amplitudes entre le minimum et le maximum, enfin l'amplitude à chaque suspension et chaque repos. Et après, on peut voir sa récup à la fin. On prend la fin. Là, nous, comme indicateur, ce qu'on prend, c'est le temps pour resaturer à 80% de la valeur max. Donc en gros, ça nous donne un temps de repos, comme on pourrait faire un repos cardio après un effort. Et bien là, on a le temps de resaturation. Et après, il y a d'autres indicateurs qu'on peut mesurer aussi, mais qui sont un peu compliqués. Il y a la vasodilatation qu'on pourrait mesurer en regardant l'hémoglobine totale avant et après le test. Et voilà, donc là, on a sa force max avec ce test, sa force critique, son W', donc sa résiste, sa capacité anaérobie, sa saturation minimale en oxygène, son temps pour resaturer, et son delta de fréquence cardiaque, donc entre le début et le max. Et là, on a plein d'indicateurs qu'on peut coupler. Ça reste, nous, on fait ça plus pour un aspect recherche. Pour l'instant, on est en accumulation de données pour ensuite voir après comment on peut s'en servir à l'entraînement. Et voilà. Et dernier point, ces outils ils ont aussi d'autres usages. Ils peuvent donner des feedbacks aux grimpeurs. Et ça, au niveau motivation et au niveau performance, c'est un truc qui a été bien étudié. Par exemple, s'entraîner avec un capteur de vitesse, on va être plus motivé, on va faire des performances meilleures. Et à l'entraînement, on sera souvent à plus haute intensité, du coup plus de gains. Pareil pour le capteur de force. Avoir sous les yeux, souvent quand on n'a pas de capteur, on se dit « Ah, je suis à fond et tout ». En fait, on met un capteur, ah, il arrive à tirer 3 kg de plus. Et du coup, voilà, cet aspect motivationnel hyper important. Et après, on peut monitorer l'entraînement. On peut quantifier l'effort précisément avec capteur de force, capteur de vitesse, même l'oxymétrie. Si on le met dans une voie, on peut voir le temps de contraction totale dans une voie. Et on peut adapter au jour le jour aussi. Si on teste rapidement en début de séance avec un capteur de force, qu'on voit que notre athlète il est bien en dessous de son niveau de force de d'habitude et qu'on avait prévu une séance de force max, et ça n'a pas d'intérêt de la faire. On va soit lui virer sa séance, soit aller mettre quelque chose de plus basse intensité et qui sera plus pertinent à ce moment-là. Et on peut contrôler l'intensité pour de la remise en charge des tissus en post-blessure. Et voilà. On vous a présenté 4 tests, évidemment, il y en a plein d'autres sur le gainage, la mobilité, mais il fallait faire des choix. Et merci pour votre attention, j'espère que ça vous a plu. Merci. Excellent, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Les tests 80 kg, etc., quand vous faites des tests de suspension, est-ce que vous prenez un standard de taille ou est-ce que vous vous basez sur la longueur des phalanges? Non. Moi je prends un standard de taille. La plupart des tests ils sont sur de la 20 mm, c'est les standards classiques, là où il y a le plus de données. Après moi quand je teste de l'arqué, je teste sur de la plus petite prise, parce que souvent tu arques sur de la petite prise. Du coup pour la spécificité, je vise ça. Ouais. Et par rapport à la position, pour le test standard, vous faites plutôt avec le bras tendu ou le bras long? Moi je fais à 120 degrés le coude, parce que c'est la position la plus confortable. Après parfois tu as des gens qui, à 120 degrés sur un bac, vont faire 40 kg, et sur une réglette, ils vont faire 40 kg aussi. Et là, du coup, c'est des gens qui peuvent être limités par leur force de tirage, en fait. Et du coup, si tu as ce profil-là, là, il faut adapter le test pour vraiment pouvoir mesurer la force doigt et pas être limité par la force de tirage. Du coup, tu peux le faire bras tendu, tu vois, en te pendant, par exemple. Tu as des variantes pour mesurer force doigt. Et après, de toute façon, si vous voulez les références scientifiques, que vous avez des questions ou quoi, j'ai mis nos contacts, là où on publie du contenu. N'hésitez pas à nous demander. Je pourrais envoyer le diapo, pareil, s'il y en a que ça intéresse. Est-ce qu'il y a une collaboration entre ce qui se fait un peu partout? Je sais que le Lattice Training, ils ont aussi leur variante. Est-ce que votre modèle, est-ce qu'il y a des modèles internationaux qui se calquent un peu ensemble ou vous faites votre variante de votre côté? On essaye de se calquer. Puis on échange, ouais. Ouais, on échange. Et en fait, tu as les données scientifiques qui sont publiées, sur lesquelles souvent tu as des tests de fiabilité, des tests de reproductibilité. Donc c'est pas mal d'utiliser cela. Et Lattice, ils ont fait un bon travail où ils ont fait leurs tests. Et après, ils ont fait des papiers de validation des tests. Donc ils sont quand même bien cool, leur boulot. Et on essaye d'utiliser plus ou moins tous les mêmes tests pour pouvoir un peu comparer les données, avoir des idées et que tout le monde soit à la même enseigne. D'autres questions? Tu n'es pas obligé d'avoir une utilisation hyper scientifique des données, tu vois. Ça peut être fait très rapidement pour voir les points forts, points faibles. Ça peut être fait d'une manière plus poussée pour vraiment calibrer l'entraînement. C'est vrai. C'est assez maniable, c'est assez cool pour ça. C'est comme vous disiez pour la reproductibilité des tests qui est assez difficile.
Après, on regarde, par exemple, je viens faire un test chez vous, grimpeur de 6C, j'ai cette course-là, je regarde ce qui se fait en Angleterre, avec le lattice training, le 6C, ça n'a rien à voir avec ce qui est là. Justement, est-ce que la reproductibilité des tests peut être prise? Ah ben, notre expérience, ouais, elle est indispensable, ouais. Notre base de données, ouais. Mais ouais, tu vois, par exemple, Lattice, ils s'entraînent sur leur prise de 20 mm qui est assez peu crochetantes. En France, la plupart du temps, on a des prises qui sont un peu plus crochetantes. C'est sur l'ancienne, okay. chez Lattice. Je suis allé voir, en fait, pour voir ce qu'ils faisaient avant de faire mes trucs. Ouais. Mais il y a des choses qu'ils faisaient, ça ne me convenait pas, j'ai changé certains trucs. Mais au moins, j'ai vu, quoi, c'était cool. Tu vois, par exemple, ouais, c'est une préhension. Tu choisis ta préhension et tu fais que ça. Moi, ça ne m'allait pas, j'aime bien voir les différentes préhensions. Je trouve ça plus concret pour le rocher. Voilà. Mais plus on échangera, on n'est qu'au début de ça en fait. De toute façon. Donc il faut commencer. Ouais. Et ouais, comme disait Fred, c'est vraiment un outil qu'il faut remettre en lien après avec le ressenti du grimpeur, des analyses en grimpe, le mental, la technique, la tactique. Sinon c'est de la recherche. Ouais. C'est pas ce que je fais moi. Merci. Avec plaisir.